Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. La région des Grands Ponts rend hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Ce samedi, en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé, les peuples Haïzi, Avikam, Adjoukrou et Aladian ont exprimé leur reconnaissance. Ils saluent tous la politique de développement menée par le gouvernement. Clap de fin du Forum des femmes et filles du Cavalier initié par la ministre d'État Anne-Désirée Oloto. Les femmes formées au leadership sont soutenues par la première dame Dominique Ouattara. Elles bénéficient du FAFSI pour leur autonomisation. Un fonds supplémentaire de 500 millions de francs CFA est annoncé. Le président du CESEC, Jenaka Awele, poursuit sa mission à Monaco. Il explore en ce moment de nouvelles pistes de solutions et de coopération dans les domaines de l'innovation technologique, l'emploi des jeunes et l'investissement. La mission s'annonce fructueuse. Nous sommes le 11 mai aujourd'hui. Il y a 43 ans, le monde perdait une icône musicale, Bob Marley. Il a quitté le monde des vivants à l'âge de 36 ans. Le 11 mai 1981, après plus de 4 décennies, il demeure plus vivant que jamais. En Côte d'Ivoire, comme partout, il continue de captiver et d'inspirer des millions de personnes avec ses titres à succès. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Ce soir, notre voyage culturel nous mènera en pays Sénoufo au rythme du balafon. On marquera une halte à Bondiali qui vient de célébrer la 8e édition du Guéguélé, festival centré sur le balafon, pilier de la culture Sénoufo. Le balafon, à 12 lames, promu lors de ce festival, est inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. L'édition a été marquée par un hommage à Zélé de Papara, cantatrice Sénoufo, qui a marqué l'histoire par sa valorisation du Guéguélé. Mais 30 ans après, quel héritage? Eh bien, pour nous répondre, nous avons invité le directeur du Guéguélé Festival et directeur général du Palais de la Culture, M. Koné Dodo. L'entretien se fera au rythme du balafon. Regardez un instant. Bonsoir, M. Koné Dodo. Bonsoir, Marie-Laure. Alors, le balafon était l'objet d'attraction, d'attention il y a quelques jours à Bondiali, c'est dans la région de la Bagoué, à la fin du festival, le 4 mai dernier. Dites-nous, quel message principal avez-vous envoyé au monde sur la culture Sénoufo en tant que directeur du Guéguélé Festival? Oui, il faut que je vous dise que chaque année, notre objectif est de valoriser et de mettre en exergue, n'est-ce pas, le balafon. Le balafon, c'est notre patrimoine, ce qui est le plus important chez le peuple sénoufo en matière d'art et de culture. Donc, chaque année, nous développons de plus en plus, de mieux en mieux, la notoriété du balafon, nous faisant en sorte que même le peuple gouro aime le balafon. Ah bon? Oui, le gouro, tout le monde aime le balafon et ça, c'est une très bonne chose. On va en parler tout à l'heure, vous verrez que... D'accord. On va se retrouver dans une trentaine de minutes. À tout à l'heure, M. Koné Dodo, vous avez lancé les hostilités. On va voir qui va remporter ce soir, du Zaouli ou du balafon. Qui remportera la bataille? On verra tout à l'heure. On se retrouve dans une trentaine de minutes. Vous restez pour le moment avec nous. Vous voyez, en tant que Sénoufo, je vous conduis dans la région des Grands Ponts. Les populations ont rendu hommage au président de la République, Alassane Ouattara. C'était ce samedi en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé. Les peuples Haïzi, Avikam, Adjoukrou et Aladian se sont mobilisés pour exprimer leur reconnaissance. Ils saluent tous la politique de développement menée par le gouvernement ces dernières années. Nous y reviendrons. Voilà, l'actualité nationale est aussi dominée par le Forum des femmes et filles du Cavalier, initié par la ministre d'État Anne-Désirée Oloto. Une rencontre fructueuse pour les femmes qui ont été formées au leadership et elles sont soutenues par la première dame Dominique Ouattara pour leur autonomisation. Elles bénéficient du FAFSI, un fonds supplémentaire de 500 millions de francs CFA est annoncé pour leur projet. Didier Nguessan.
Le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, pour la région du Cavally, est renforcé de 500 millions de francs CFA additionnels. C'est le principal acquis du Forum régional des femmes et filles du Cavally. Un geste de la première dame Dominique Ouattara, marraine du Forum, représentée par sa conseillère Chantal Poitiers. La région du Cavally a reçu à ce jour un montant de 1 548 400 000 francs CFA pour 10 000 femmes bénéficiaires. Madame la Première Dame, votre marraine, suit avec grand intérêt tout le programme de ce forum et rassurer que les femmes du Cavally sont déterminées à s'inscrire pour le développement de leur région, a décidé de se tenir à vos côtés pour continuer à vous aider à mieux développer et pérenniser vos acquis. Ainsi, elle me charge de vous annoncer aujourd'hui un capital additionnel de 500 millions de francs CFA, afin de vous permettre d'accroître significativement vos activités et le nombre de bénéficiaires dans la région. Autre retombée du forum, des semences de maraîchers pour une superficie de 100 hectares et 50 tonnes d'intrants agricoles mises à la disposition des femmes du Cavally par le ministère de l'Agriculture. Ces dons s'ajoutent au renforcement des capacités de 200 femmes sur l'autonomisation, le leadership féminin et la santé de la reproduction, entre autres. Des causes pour lesquelles les agences des Nations Unies se sont mobilisées. Madame la ministre d'État, vous venez d'accorder aux forces vives de cette région, notamment à ces braves et dynamiques femmes, un instrument inspirant et puissant de développement, un hub communautaire d'innovation en matière de développement participatif et inclusif. Des statistiques ont montré que les 5 dernières années, la femme en leadership économique a gagné 25% de points, poussant leur représentativité globalement à 20%. Et au moins le tiers des petites et moyennes entreprises sont gérées par des femmes. Un forum à impact immédiat au bénéfice des femmes du Cavally. De quoi satisfaire le conseil régional, initiateur du forum. Affirmez votre leadership pour prendre votre place et pour contribuer activement au développement de notre région. Le développement inonde le Cavally grâce à l'action de la femme. L'année prochaine, nous viendrons à l'école de la femme rurale du Cavally. À l'occasion de la prochaine session du Conseil, nous procéderons donc à l'installation de la commission consultative régionale de la femme du Cavally. Emmanuel Zoé, sénateur du Grand Djébé du Libéria, a loué le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire. Les lauréats des concours de cuisine, d'oratoire et d'entrepreneuriat ont été récompensés devant un parterre d'invités, dont plusieurs membres du gouvernement. Et là, nous partons à présent pour une autre région, celle des Grands Ponts, où les populations ont rendu hommage au président Alassane Ouattara. Ce samedi, en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé, les peuples Aïzi, Avikam, Adioukro et Aladjan se sont mobilisés pour exprimer leur reconnaissance. Ces peuples saluent la politique de développement menée par le gouvernement ces dernières années. Alexis Ouedraogo. Les danses au Djoukrou se sont fait entendre ce samedi à Dabou. Bienvenue également en tant que fils de Dabou. Avec elles, les populations des Grands Ponts sorties en grand nombre pour célébrer le développement. Grâce à Alassane Ouattara, aujourd'hui, nous ne misons même pas 5 francs et nous obtenons nos concours gratuitement. Les allocations familiales, la prime de transport, tout ça a pratiquement doublé notre salaire. Et nous disons merci au président et la région des Grands Ponts lui est vraiment reconnaissante. Si on veut prendre les marchandises de Abidjan à Dabou, ça nous facilite à cause de la voie. Pour ça, il est venu dire merci.
Le pont de Jacquesville, la réhabilitation de la côtière, du tronçon Songon-Dabou, le bitumage des voiries urbaines, le reprofilage des pistes rurales, la réhabilitation des structures sanitaires et scolaires, le débarcadère, l'électrification, autant de bons points que célèbrent les populations. Vous voudriez bien transmettre à notre gratitude et notre infinie reconnaissance à son Excellence le Président de la République pour nous avoir ramené la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national, la paix, la quiétude et la cohésion sociale. Pour le ministre Adjé Silas Metch, cadre de la région, les États ne valent que par la qualité des hommes qui les dirigent. Et en la matière, le président Alassane Ouattara est un modèle d'efficacité. Loin d'être un champion de la pose des premières pierres, le président Alassane Ouattara est pour ainsi dire un poncif du pragmatisme, un modèle épuré du réalisme politique, un champion de toute catégorie du développement et des réalisations concrètes, visibles et palpables des infrastructures économiques pour le bonheur de ses compatriotes et le respect de l'image de son pays. Il travaille beaucoup parce qu'il n'a pas le temps de bavarder. Et ceux qui bavardent ne sauraient le distraire car il est concentré par le travail, il est crédible, respectueux, raffiné, élégantissime, respectable, respecté et travailleur. Plusieurs motions ont été portées par les cadres, les femmes et les jeunes pour soutenir la vision du chef de l'État Alassane Ouattara. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé salue cette mobilisation des grands jours à Dabou. Comment imaginez-vous qu'on vous donne une si belle route de Yopougon jusqu'à Dabou et que Dabou reste comme ça? Dabou ne peut pas rester comme ça. Parce que Dabou va changer, Grand Laou va changer, Jacquesville va changer. Vous aurez des grands hôtels à Jacquesville, au bord de la mer, au bord de la lagune. Vous avez vu que bientôt nous allons inaugurer le tronçon entre Dabou et San Pedro parce que la route est terminée. Ça, c'est Alassane Ouattara. Il annonce des lendemains plus radieux pour la région et pour toute la Côte d'Ivoire qui travaille. L'avenir des Ivoiriens préoccupe le président Alassane. Nous ne sommes pas venus pour nous amuser. Pour ceux qui nous connaissent, on ne rigole pas avec le travail. Avec Alassane Ouattara, on ne s'amuse pas avec le travail. On ne s'amuse pas avec l'avenir des Ivoiriens. Diriger un pays, ce n'est pas s'amuser. Ce n'est pas bavarder. Si on a envie de bavarder, on reste chez soi au salon et puis on bavarde. Mais si on veut diriger un pays, on n'a pas de sommeil. Demain, les Ivoiriens seront étonnés. Ce pays va changer complètement. Vous serez fiers de votre pays. Les problèmes de santé, les problèmes de logement, les problèmes d'école, les problèmes d'emploi des jeunes. Demain, tout va changer. Avec Ado, tout est clair, tout est propre, tout est net. On n'a pas envie de s'amuser. Quand je reviendrai, quand il m'enverra vers vous, ce sera pour vous annoncer les dates auxquelles nous allons commencer les travaux pour aller dans les villages. Il l'a fait pour vos frères Actan. Il l'a fait proprement. Il fera la même chose pour vous. Mais à condition que nous soyons unis, solidaires, courageux et que nous soyons derrière lui pour l'encourager à continuer ce beau travail qu'il a commencé pour la Côte d'Ivoire. Des pas de danse ont rythmé cette rencontre qui a été aussi meublée de dons des populations au chef de l'État et du chef de l'État aux populations.
Et une autre actualité captive l'attention, c'est les activités de la jeunesse libérale en Côte d'Ivoire qui se poursuivent. Le pays abrite le 53e congrès des jeunes libéraux africains, une rencontre d'échange de la Fédération internationale de la jeunesse libérale avec comme thème libéraux, démocrates de toutes les nations, unissons-nous. Le RHDP, Parti libéral, était représenté à ce congrès par son secrétaire exécutif Ibrahim Sissé Bakongo. Konaté Moussa Ucheblei. 53e congrès de la Fédération internationale de la jeunesse libérale. Les jeunes libéraux sont réunis à Abidjan pour un moment d'échange sur les valeurs du libéralisme et son apport dans le développement. Chers amis jeunes libéraux, c'est par l'engagement civique et politique que vous pourrez changer le monde. Imaginez les jeunes de tout le continent devant les leaders de partis politiques, faisant le plaidoyer d'une meilleure prise en compte des jeunesses, des jeunes dans les instances de décision. Ça parle et c'est impactant. Il y a des obstacles sur la route, mais nous ne devons jamais perdre notre vision, grâce à laquelle nous allons forcément réussir. Les libéraux doivent toujours s'engager pour les valeurs humaines et la démocratie. Nous devons toujours avoir conscience de nos différences et s'engager pour ce que nous avons de commun. Partage d'expériences, participation active dans les activités politiques. Les jeunes libéraux bénéficient du soutien du RHDP, également Parti libéral. Nous sommes profondément honorés qu'Abidjan ait été choisi comme capitale mondiale du libéralisme cette année. C'est un honneur qui résonne avec nos valeurs et notre histoire. Le libéralisme, dis-je, est le remède le plus efficace contre la misère et la pauvreté. Le RHDP est fier de vous voir œuvrer pour l'unité des libéraux et des démocrates de toutes les nations. En tant que jeune leader, l'avenir est dans vos mains. Vous êtes les bâtisseurs du monde que nous voulons. Ou vous serez les bâtisseurs du monde que nous voulons demain. 42 pays participent à ce congrès de la jeunesse libérale internationale. Et plus loin d'ici, le président du CESEC, Eugène Aka Awele, est en mission à Monaco. Il explore en ce moment de nouvelles pistes de solutions et de coopération dans le domaine de l'innovation et technologique, l'emploi des jeunes et l'investissement. La solidarité s'exprime déjà bien dans l'espace francophone. Des partenaires sont annoncés dans notre pays. Walter Madou Ouattara est notre envoyé spécial. En 2025, une délégation d'entrepreneurs monégasques se rendra en Côte d'Ivoire afin de voir de plus près les opportunités d'investissement économique. Ils mettront en place des modèles d'affaires avec intérêt gagnant-gagnant. C'est l'un des résultats de la visite de travail du Dr Eugène Aka Awele, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel CESEC. La bonne nouvelle est partagée par le premier responsable de Monaco Economic Board, une association de 652 entreprises en grande partie subventionnée par l'État de la Principauté. Alors, le Monaco Economic Board, c'est une association d'entreprises. Donc, nous sommes à la fois une structure de secteur privé et en même temps bénéficiant d'une subvention d'État pour pouvoir développer l'économie monégasque. Nous avons comme mission à la fois d'attirer les investissements en Principauté de Monaco, de coordonner ce qui fait le soft power de la Principauté de Monaco, c'est-à-dire sport, spectacle, qui s'exporte, et puis évidemment le cœur de métier qui est notre chambre de commerce. Et pour faire fonctionner les entreprises, le Monaco Economic Board a en permanence besoin de partenaires. Justement, l'opportunité est bien appréhendée par le président du CESEC qui mène des actions afin que la Côte d'Ivoire en tire profit. En venant ici, nous nous inscrivons fondamentalement dans la vision de leadership du président de la République en matière de développement économique, social, environnemental et culturel. Mais nous sommes ici également dans l'espace francophone et de ce point de vue, pour nous, Monaco représente une véritable référence. Et la Côte d'Ivoire, qui est demandeur en matière d'investissement, a besoin de coopérer avec Monaco Economic Board pour renforcer sa politique d'investissement. Cela suppose que nous ayons les éléments nécessaires et ces outils, ce sont l'innovation, c'est les investissements, c'est également la formation de la jeunesse et la solidarité. Cette solidarité
nous ne pouvons la trouver véritablement que dans l'espace francophone que symbolise Monaco. Monaco, une destination dotée d'infrastructures hôtelières et nautiques de grande tradition. La sécurité intérieure est garantie tant pour les résidents que pour les visiteurs. Aujourd'hui, c'est un atout majeur pour la principauté. Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, multiplie aussi les rencontres pendant sa mission aux États-Unis. En marge du 19e Forum des Nations Unies sur les forêts, il a rencontré les agences spécialisées de l'ONU. Laurent Tchagba leur a expliqué la politique nationale de reforestation, une stratégie qui nécessite un financement de plus de 600 milliards de francs CFA. Mais les nouvelles sont très bonnes pour notre pays. Kolo Coulibaly, Traoré Zakaria sont nos envoyés spéciaux aux États-Unis. Le ministre des Eaux et Forêts, au pas de course, a rencontré plusieurs partenaires de la Côte d'Ivoire en marge de la 19e session du Forum des Nations Unies sur les forêts à New York aux États-Unis. Le pays a une stratégie de reconstitution de son couvert forestier à atteindre 20% d'ici à 2030. Laurent Tchagba s'est d'abord entretenu avec la directrice du secrétariat du Forum des Nations Unies sur les forêts. La Côte d'Ivoire a déjà fait sa part avec le FNUF. Mais le FNUF a le devoir de les aider à continuer afin que l'objectif ultime qu'on vise, qui est d'avoir vraiment des financements et des investissements, puisse vraiment être au rendez-vous. Et je crois qu'on est sur la piste. Ce qu'on a discuté, en fait, c'est comment faire la promotion de ce plan stratégique, le plan national de financement des forêts, pour que les investissements qu'on est en train de chercher puissent arriver. Et surtout à temps. Une adhésion à la politique nationale ivoirienne, exprimée également par le Programme des Nations Unies pour l'environnement et le Programme des Nations Unies pour le développement, surtout dans la mobilisation des ressources financières. Nous avons aussi entendu nos experts du PNUD qui ont été assez impressionnés par ce qui est fait en Côte d'Ivoire. Donc la bonne nouvelle, c'est que nous avons décidé de travailler ensemble pour pouvoir présenter les bonnes pratiques en Côte d'Ivoire et les stratégies de préservation des forêts en Côte d'Ivoire. Donc UNEP soutient la Côte d'Ivoire avec plusieurs projets régionaux. Aussi pour la stratégie nationale des Nations Unies, il y a 5 priorités. Il y en a 2 qui sont guidées par UNEP et on appelle aussi le plan national d'action sur la pollution. Pour le ministre Laurent Tchagba, ces engagements sont un bon pas dans l'atteinte des objectifs que le pays s'est fixés. Ils ont pris l'engagement que avant la fin de l'année, ils vont nous permettre, n'est-ce pas, d'utiliser des plateformes qu'ils vont créer au niveau des 3 COP. Des mécanismes vont être mis en place pour pouvoir vendre le projet de la stratégie de la Côte d'Ivoire parce qu'ils ont constaté que la Côte d'Ivoire fait partie des pays africains qui aujourd'hui ont une bonne stratégie et qui travaillent avec acharnement vers l'atteinte des objectifs 2030. Et ils sont prêts à s'engager pour nous aider. Le ministre des Eaux et Forêts s'est aussi entretenu avec son homologue congolaise en charge de l'économie forestière. Rosalie Matondo se réjouit du partage d'expériences entre les 2 pays. Elle a aussi fait part de la tenue de la conférence internationale sur la reforestation et le reboisement qui se tient du 2 au 5 juillet 2024 à Brazzaville. Et ici, en Côte d'Ivoire, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, préside le colloque de l'Association des jeunes avocats de notre pays. Les mutations de la profession d'avocat, les défis et opportunités sont les sujets au menu des débats. Ismaël Evradeo, Jamagagi et Kiniboa pour le reportage. C'est au sein de cette organisation qu'ils font leurs premières armes. L'Association des jeunes avocats de Côte d'Ivoire existe depuis 1984. 40 ans plus tard, l'organisation est célébrée. 40 ans pour moi, pour les jeunes avocats, c'est de s'approprier la connaissance pour exister et faire exister la paix et la justice. C'est ça qui est leur charge, c'est ça qui est leur charte et c'est ça qui est leur devoir. Mutation de la profession d'avocat, défis et opportunités. Thème abordé pour ce quarantenaire avec en ligne de mire l'intelligence artificielle. Les avocats s'interrogent, le public également s'interroge. Nous sommes là pour réfléchir, pour ne pas être surpris par ces nouvelles mutations-là, mais nous donner les moyens de pouvoir gérer ces nouvelles mutations,
mais surtout faire des jeunes avocats, des avocats conquérants, des avocats qu'on recherche dans le monde. Ce colloque est également mis à profit pour l'insertion de jeunes étudiants désireux d'embrasser une carrière d'avocat. Le gouvernement ivoirien, à travers le ministère en charge de la promotion de la jeunesse, propose des pistes d'accompagnement. La première piste concerne l'accompagnement des stagiaires au sein des cabinets d'avocats avec un pécule mensuel versé par l'État, ce qui va réduire considérablement vos charges. La seconde piste, c'est l'accompagnement de tous ces jeunes avocats qui, après leur sortie, ont besoin d'ouvrir leur cabinet. Parrain de la cérémonie, Maître Adama Kamara souligne l'intérêt du président de la République, Alassane Ouattara, pour ce corps de métier. Celui qui a le plus eu confiance et qui a le plus honoré les avocats en les nommant à des hautes et très hautes fonctions de l'État, c'est bien le président Alassane Ouattara. Les échanges, marquant le quarantenaire de l'Association des jeunes avocats de Côte d'Ivoire, se tiennent sur 3 jours. Une cérémonie de distinction est prévue en guise de reconnaissance aux meilleurs de la profession. Et l'union fait la force. Le FONSTI et l'OAPI scellent un partenariat, le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, ainsi que l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle veulent mettre à la disposition des enseignants-chercheurs la documentation scientifique et les bases de données des innovations d'ordre mondial. Clairement, il s'agit de faciliter les conditions de travail des chercheurs et d'en faire le levier de création de richesses. Fred Rolaï, Sephora Zegui, nous en parle dans ce reportage. Une signature de convention, puis une poignée de main. Traduction de l'engagement de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle et le FONSTI, Fonds pour la science, la technologie et l'innovation. Cet accord, une bouffée d'oxygène pour les chercheurs bénéficiaires de financement du FONSTI. L'OAPI met désormais à leur disposition la documentation scientifique et des bases de données mondiales des innovations afin d'améliorer leurs recherches. L'OIPI va les accompagner désormais pour qu'au-delà de l'avancement en carrière qu'ils recherchent, que les innovations puissent être protégées pour permettre donc à ces chercheurs-là de tirer davantage de profit et au pays également d'en bénéficier. Ça, c'est un axe. Cette collaboration également va nous permettre de mettre à disposition des chercheurs cette base de données pour leur permettre d'affiner leurs recherches pour des résultats plus pertinents. Selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle en 2021, dans la région Afrique, la Côte d'Ivoire occupe la 11e place avec 26 brevets contre 1804 pour l'Afrique du Sud, classée première. La fêtière de la recherche scientifique se réjouit de cette initiative. Nous saluons donc cette convention entre le FONSTI qui finance les projets de recherche et l'OIP qui garantit que les chercheurs sont propriétaires de ces recherches, ce qui leur permet aux chercheurs de profiter des résultats de leurs recherches, de leurs inventions et de leurs innovations. Ce que nous voulons faire avec l'OIPI, c'est d'aider nos chercheurs à protéger leurs résultats de recherche et surtout à s'imprégner de la culture du brevet. Parce que c'est à travers les brevets que la recherche scientifique peut impacter réellement le développement économique et social de notre pays. C'est à travers les brevets qu'on peut créer de la richesse et des emplois dans notre pays. Le Fonds pour la science, la technique et l'innovation et l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle entendent porter l'ambition pour promouvoir la culture de l'innovation et du brevet. Les deux organismes entendent également soutenir les inventeurs et les chercheurs à l'effet de stimuler la création d'entreprises dérivées des résultats de recherche. Une délégation du Congo-Brazzaville séjourne en ce moment à Abidjan. Le pays veut s'inspirer du modèle ivoirien dans le cadre du financement de la formation professionnelle. Le ministre congolais de l'enseignement technique et professionnel et sa délégation ont été reçus par le FDFP, Fonds de développement de la formation professionnelle. Issa Tchonayeo. Le Congo-Brazzaville à l'Académie du FDFP. Fonds de développement de la formation professionnelle. La délégation est conduite par le ministre congolais de l'enseignement technique et professionnel. Elle est venue s'imprégner de l'expérience ivoirienne en matière de financement de la formation professionnelle continue
et de l'apprentissage. Nous avons bien voulu passer ici pour s'enquérir de l'expérience du FFDP dans le domaine de la formation professionnelle, pour voir ce qui marche ici et qui ne marche pas au Congo, et peut-être aussi donner l'expérience congolaise à la Côte d'Ivoire. Au nom du comité de gestion, le secrétaire général, Dr Philippe Ndri, assure la disponibilité du Fonds de développement de la formation professionnelle. En l'espace de quelques semaines, deux républiques extrêmement importantes, la République de Djibouti, dont le ministre était accompagné par une forte délégation, et aujourd'hui le ministre de l'enseignement technique et professionnel, la République du Congo. Nous sommes extrêmement fiers d'avoir été disponibles pour partager l'expérience du FDFP, pour échanger sur les dispositifs que nous avons mis en place ici pour accompagner le développement des compétences au sein des entreprises, au sein du milieu productif. En marge de cette visite de travail, le FDFP, membre fondateur du réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle, a reçu les membres du bureau exécutif. Au menu des échanges, les préparatifs des prochaines assemblées générales et extraordinaires prévues du 22 au 24 mai prochain à Lomé, au Togo. Dans l'actualité nationale également, un pylône de 90 volts installé sur une ligne connectée au poste source d'Abobo s'est écrasé vendredi après avoir été touché par un engin. Pas de victimes humaines, heureusement, mais quelques dommages matériels. Le plus inquiétant, c'est l'incidence sur la distribution du courant électrique, principalement dans le sud de Komoé. Les agents de la CIE s'attellent à rétablir rapidement le réseau. Lancene Bakayoko. Ce pylône de la ligne électrique du poste source d'Abobo a été heurté vendredi au plateau de Cuy par un engin commis aux travaux d'assainissement en cours dans le district d'Abidjan. Cet incident, qui n'a fait aucun blessé mais quelques dégâts matériels, provoque d'importantes perturbations sur la fourniture de l'électricité, notamment dans les localités du sud Komoé alimentées à partir de cette ligne. Actuellement, les équipes sont à pied d'œuvre pour pouvoir donc remettre en service donc la ligne, notamment par la réparation du pylône qui est affecté actuellement. Néanmoins, au regard de l'ampleur du sinistre, des risques de rationnement du courant ne sont pas à écarter. À Bobo, à Diaké, à Yamé, Bonois, Etioboué et même Grand Bassam étant les plus exposés. Les travaux de dépannage devraient durer environ 2 semaines. Cet accident ne serait pas survenu si la population faisait preuve de civisme. On constate ici et dans le district d'Abidjan, et d'ailleurs c'est également partout ailleurs que les emprises des lignes sont occupées. Malheureusement, ça cause ces dégâts que nous voyons aujourd'hui. C'est pour ça que nous appelons à la collaboration des populations pour que les emprises des lignes haute tension et également basse tension soient préservées. L'autre défi à cette heure, c'est de nettoyer parfaitement les débris et rétablir la circulation dans cette partie du plateau d'Okui. À l'étranger, la Somalie demande aux Nations Unies de mettre fin à leur mission politique dans le pays. Le ministre somalien des Affaires étrangères l'a notifié hier dans une adresse au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Le gouvernement somalien déclare que la décision fait suite à un examen approfondi des priorités stratégiques du pays. Le mandat actuel de la mission de l'ONU en Somalie expire le 31 octobre prochain. Le ministère des Affaires étrangères demande donc la conclusion rapide des procédures nécessaires pour mettre fin à la mission avant ce mandat. Nous sommes samedi, place à l'instant culture de ce 20h. Voilà, je vous retrouve avec plaisir, M. Kone Dodo, pour parler du Guéguélé Festival, Festival international du balafon, pilier culturel du peuple Senoufo. D'abord, comment vous définissez cet instrument, le balafon? Vous savez, le balafon, le Guéguélé, le balafon en 12 lames, est un instrument fondamental pour le peuple Senoufo. Il accompagne le Senoufo de la naissance à la mort. À la naissance, on joue du balafon, parce qu'on est heureux. Au chant, on joue du balafon pour encourager ceux qui labourent. Quand il y a un mariage, on joue du balafon parce qu'on est heureux. À la mort,
on joue du balafon, mais dans un autre style, mais le balafon est toujours présent. Il accompagne donc le peuple sénoufo tout le long de la naissance à la mort. C'est un instrument fondamental. Et le djegele, les peuples sénoufo de Côte d'Ivoire, du Mali et du Burkina l'ont en partage. C'est pour ça qu'ils ont soumissionné ensemble pour l'inscription sur la liste représentative du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et c'était en 2012. En 2012. Djegele qui signifie balafon. Balafon. Qui peut et qui doit jouer du balafon? Y a-t-il des traditions spécifiques liées à cet instrument dans la culture sénoufo? Non, je crois que tout le monde en joue. Il y a des balafons. Bon. Marie-Laure peut en jouer? Marie-Laure peut en jouer tant que ce n'est pas le balafon qui se joue dans les bois sacrés ou bien dans les cérémonies, disons, sacrées. Sinon, tout le monde en joue. D'ailleurs, au Djegele, chaque année, des jeunes dames qui viennent de l'UNSAC, d'Abobogar, viennent un groupe de balafonistes féminins qui jouent très bien au balafon et les gens apprécient. Je pense que c'est une innovation. Nous faisons la promotion de façon vigoureuse du balafon. Que le balafon parte du village et voyage pour aller à travers le monde. Que le peuple sénoufo, les musiciens en vivent. Nous essayons aussi de structurer, n'est-ce pas, les groupes de balafon pour qu'il y ait un encadrement conséquent. C'est pour ça qu'il y a des masterclass pour apprendre aux groupes qu'il faut autour d'eux des managers, des producteurs, etc. Et nous sommes en train de réaliser un studio qui va être prêt l'année prochaine. Ceux qui viennent pourront entrer en studio. Nous fixons ce qu'ils font sur les bandes de façon à ce que la postérité puisse savoir ce qui s'est passé au Djegele. Non seulement ce qui s'est passé au Djegele, mais au-delà du Djegele, qu'on apprenne à connaître mieux le balafon. Et c'est pour cela qu'il y a des colloques pendant le Djegele. Cette année, il y a eu un colloque. Et on va voir au moins un bout de ce qui s'est passé à Bundiali. C'était du 27 avril au 4 mai dernier. Voilà, on va regarder ce reportage d'Issa Tchonayeo et puis on en reparle et nous faire revivre un peu cette ambiance. Merci beaucoup. Au son du balafon, on y va. Appartenant à 3 sphères géographiques de l'espace CEDEAO, à savoir la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Mali, le balafon est un instrument traditionnel important pour le peuple sénoufo. Aujourd'hui, patrimoine immatériel de l'UNESCO. Il est mis en valeur à Bundiali. Ce, à travers le Djegele Festival, initié depuis 2016 par Kone Dodo. Ce festival international a fait de Bundiali la capitale du triangle du balafon. Cette année, la 8e édition a tenu toutes ses promesses. Concours de beauté féminine, Yawala. Spectacle de jazz. Concours du meilleur groupe et danseur de balafon. Colloques et concerts ont tenu de public en haleine. Plus d'une dizaine d'artistes ont donné de la voix au stade municipal de Bundiali. Je viens de découvrir un événement très important qui fait la promotion du balafon, un instrument traditionnel tellement important, un événement qui fait la promotion de la culture, qui montre que la culture est un puissant outil de développement économique. En somme, le Djegele Festival permet non seulement de valoriser la culture traditionnelle sénoufo, mais aussi et surtout de favoriser le tourisme intérieur. Il y avait plusieurs activités au menu de cette 8e édition. Voilà, il n'y avait pas que le son du balafon, même si le son accompagnait d'autres activités. Toutes les activités. C'est ça. Et je pense que le balafon, il est aussi fédérateur. Très fédérateur, puisque intégrateur. Les peuples viennent du Mali, du Burkina. En dépit de tout ce que l'on sait, ils traversent la frontière depuis 9 ans maintenant, 8 ans maintenant. Ils viennent jouer et ils repartent. On s'amuse entre nous, on se rencontre, on se parle. C'est une très bonne chose, les peuples de par-delà les frontières. Il y a 2 ans, mais même le Sénégal qui nous a envoyé une troupe de balafon qui venait de Casamance.
C'était très bien. Et ce balafon-là est fédérateur et prescripteur, non seulement pour Bundiali, pour la Bagoué, mais pour toute la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quand vous allez aux États-Unis, en France, partout, on parle du Djeguélé Festival. Moi, je suis très surpris. Mariatou Koné, qui est notre ministre, était en voyage. Elle est revenue, elle dit, mais on parle du cadre de la région de la Bagoué. Voilà, il regarde quel est ministre, député maire de Bundiali. On en parle partout. Le Djeguélé grandit. Je pense que c'est une très bonne chose. Tout le monde devrait venir nous aider à développer cet instrument, à promouvoir cet instrument fondamental pour nos populations. Et je pense que le message entendu, vu le beau monde que nous avons vu tout à l'heure. Alors, vous visez une stratégie pour la valorisation et la sauvegarde du Djeguélé. Quelle a été la stratégie principale de cette année pour vous permettre d'atteindre vos objectifs? Non, en fait, c'est toujours la même. Sauvegarde, promotion. C'est le thème. Et puis, en dehors de ça, vous savez que le balafon se fabrique avec un bois spécial, qu'on appelle le bois de veine. On va dire, ils font du balafon. Oui, il y a la déforestation. Mais nous plantons le bois de veine. Nous confions, n'est-ce pas, des villages, n'est-ce pas, nous devons faire des plantations pour que le bois de veine ne puisse pas disparaître et qu'on puisse fabriquer toujours des balafons et qu'on ne soit pas facteur de déforestation. Au contraire, nous plantons chaque année plusieurs hectares. Ça veut dire que pour permettre donc au son le festival est utile et cela est très important. D'accord. Vous êtes aussi interrogé sur l'héritage des Zélé de Papara, cantatrice Senufo qui a promu le balafon. Alors 30 ans après son décès, comment, ou bien si vous voulez, que répondez-vous à cette question concernant son héritage? Vous savez, d'éminents chercheurs, professeurs chercheurs de l'Université d'Abidjan sont venus faire un mini-colloque sur Djeguélé de Papara. C'est une cantatrice importante pour le peuple Senufo parce que non seulement elle faisait de la percussion, mais elle était toujours accompagnée par le balafon Djeguélé. Et tout le monde la connaît dans la région. Elle est même venue, je me rappelle qu'en 1994, j'avais fait un spectacle au Palais des Congrès, elle était venue, elle avait joué. On devait rentrer au studio, et puis elle est partie chez elle, elle a dit, je vais au village, je vais faire mes planter, labourer un peu, et puis après je reviens. Même pas 2 mois après, on a dit que la maison s'était coulée sur elle. Zélé est importante. Donc on voulait que les jeunes générations connaissent Zélé. Et puis, il a été proposé de faire une espèce de musée, sa maison, de la rebâtir, et puis de récupérer auprès de sa famille des instruments qu'on pourrait exposer dans sa résidence, de façon à permettre à des touristes de venir visiter. Parce que le but aussi... sur les jeunes générations de musiciens de la communauté Senufo aujourd'hui, comment, je veux dire, quel est l'impact de son héritage? Puisque c'est elle quand même qui a valorisé le Djeguélé. Entre autres, oui. Et beaucoup de femmes jouent aujourd'hui au balafon, à la petite percussion. Et les jeunes, les hommes, les balafonistes du village savent que Zélé est important. Dans la région de Tengrala, tout le monde connaît Zélé. Et il y a d'autres femmes de sa famille qui jouent, qui chantent, qui sont devenues des cantatrices. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. On ne peut pas oublier les précurseurs. On doit les valoriser pour que ceux qui jouent aujourd'hui se disent demain on parlera de nous. Et c'est ce que vous êtes en train de faire avec le Djeguélé. Le balafon à 12 lames fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO, vous l'avez dit. Quelles sont les retombées au juste pour le pays Senufo et, si vous voulez, la culture africaine? D'abord, culturellement, économiquement, il n'y avait pas d'hôtel à Bundiali, il n'y avait plus de chambres. Nous usons de 600 nuitées. Et jusqu'à, comment dirais-je, au dîner, jusqu'à Colia, couteau, etc., nous prenons en chambre. C'est-à-dire que les hôteliers en profitent. Les femmes, nous servons plus de 1500 repas. Ça, c'est important. Et à ceux qui vont eux-mêmes chez les restaurateurs, etc., les objets, comment dirais-je, de qualité, tout le monde veut acheter du qualité quand ils arrivent au Djeguélé. Donc, économiquement, ça fait bouger un tant soit peu la région. Et nous sommes en train de mettre en place, on espère que le ministère du Tourisme va nous y aider davantage, un circuit touristique pour que les gens viennent d'Europe, des États-Unis, à l'occasion du Djeguélé, visiter notre région et y laisser de l'argent. Donc on y travaille. J'espère que d'ici l'année prochaine, à partir de l'année prochaine, le prochain Djeguélé, les gens viendront de partout. Déjà, nous sommes heureux qu'il y ait plus de 50 000 personnes qui en une semaine viennent participer au Djeguélé Festival, viennent vivre le Djeguélé Festival, parce que c'est leur affaire. Vous aussi, c'est votre affaire. Moi, j'ai dénombré cette année, c'était exceptionnel. J'ai dénombré environ 100 Yakuba. 100 Yakuba. 100 Yakuba, et
Il y avait combien de gourous? Il y avait une cinquantaine de gourous. Donc c'est important. Ils sont déplacés. C'est très important. Merci, M. Kone Dodo, d'avoir répondu à nos questions. Merci infiniment pour cet échange. Et sur le balafon, joyau de la culture Senufo, j'imagine votre joie et je vois cette joie qui vous anime. En tant qu'esclave Senufo, interviewé ce soir par une princesse gourou, vous n'avez plus droit à la parole. C'est moi qui pose les questions. Vous croyez? Merci beaucoup, M. Kone Dodo. J'attends que vous me donniez un balafon. Très bientôt. Venez au festival déjà, ce serait une très très bonne chose. Vivement la 9e. Vous y reviendrez chaque année. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je sais que vous avez connu Bob Marley. Oui. Vous dansez au son du balafon, mais également vous continuez. Je suis allé à Jamaïque, etc. Je continue à produire des artistes reggae, donc j'adore le reggae. Oui, et justement, on va vous l'offrir ce soir. Voilà. C'est ça, pour finir ensemble ce journal. Nous sommes le 11 mai aujourd'hui et c'était le 11 mai 1981. Le monde perdait malheureusement une icône musicale avec la disparition de Bob Marley. Il a quitté le monde des vivants à l'âge de 36 ans et 43 ans après son décès, Bob Marley demeure plus vivant que jamais. Il continue de captiver, d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. En Côte d'Ivoire, Bob Marley continue de marquer les esprits et un hommage lui est rendu avec ses titres à succès dont No Woman, No Cry. Et c'est avec ce son que nous vous disons merci. Merci de rester sur RTI 1. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec Fatou Fofana.